Oui, Monsieur le Président. Nicolas Thierry. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, mes premiers mots et pensées vont aux habitants du sud de notre région, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, mais au-delà de nos frontières géographiques régionales, également aux Gers et Hautes-Pyrénées qui subissent des inondations d'une violence extrême. Et le groupe écologiste solidaire et citoyen adresse aux habitantes et aux habitants touchés par cette catastrophe naturelle toute notre solidarité et notre soutien. Cet événement, même si on ne peut pas le relier encore directement de manière certaine avec le dérèglement climatique, illustre parfaitement les conséquences attendues de notre inaction face à l'emballement climatique. La COP26, ça a été évoqué, c'est justement déroulé voici quelques semaines à Glasgow. On peut noter quelques avancées, notamment symboliques, le rappel de ne pas dépasser les 1,5 degré de réchauffement, et pour cela miser en priorité sur la préservation des écosystèmes naturels. Ce sont deux avancées, encore une fois, symboliques, mais qui sont importantes, et on y reviendra, qui doivent servir de boussole à nos politiques régionales. Néanmoins, cette nouvelle conférence sur le climat s'est achevée malgré tout sur un bilan en demi-teinte, très loin du volontarisme dont nous avons besoin pour enrayer l'emballement climatique. La principale déception vient notamment de l'incapacité des États à tomber d'accord sur une stratégie immédiate de sortie des énergies fossiles. Et par ailleurs, tout ça se double avec un manque de solidarité, puisque les pays les plus riches, les plus gros pollueurs, n'ont pas pris d'engagement clair en faveur d'un fonds vert destiné à aider les pays les plus pauvres, qui sont par ailleurs les plus touchés par le dérèglement climatique. Et à la suite de ce rendez-vous international autour du climat, les organisations de jeunesse mobilisées ont dénoncé, je cite, des mots qui sonnent bien, mais qui ont mené à aucune action. Nos espoirs et nos rêves sont noyés dans leurs promesses creuses. 30 années de blabla ont noyé nos espoirs et nos rêves dans leurs promesses creuses, conclut-il. Qui les a entendus ? En effet, nous vivons cette drôle d'époque où l'inaction se drape dans une novlangue, dans des ruses de langage. Là également, nous y reviendrons, mais la communication sur le rapport Néo-Terra et la situation en matière de développement durable de la région, nous allons en parler tout à l'heure, est à ce titre un chef-d'œuvre du genre, un modèle à montrer dans toutes les écoles de marketing. Mais encore une fois, on en reparlera dans quelques minutes quand cette délibération sera à l'ordre du jour. Et par ailleurs, Nicolas Gamache abordera là aussi, le moment venu, les orientations budgétaires qui sont dans la même veine et démontrent une forme de déconnexion, un aveuglement face à la situation que nous vivons. Et localement, ces dernières semaines ont été également marquées par des débats sur la GPSO, évidemment, mais aussi sur les bassines, autre échelle territoriale de responsabilité, mais aussi même mécanique, même logique. Cette année 2021 se termine et je souhaite m'attarder quelques instants sur le sentiment qui prédomine après ces quelques mois de mandat et la fin de cette nouvelle année. Je le disais, à l'échelle régionale, comme à l'échelle d'une COP, nous avons pu constater la force des éléments de langage, des raccourcis, des fake news, terme qui vous est cher, Monsieur le Président. Sur la LGV, par exemple, c'est un festival. Petit florilège. Être contre la LGV reviendrait à être pour les camions. Comme si entre les deux, rien n'existait. Comme si la multitude de paramètres à prendre en compte n'existait pas ou plus. À ce niveau, on ne peut même plus parler de raccourcis. Autre ritournelle fréquemment entendue. Ne pas privilégier une voie nouvelle, c'est être contre le progrès. Rien de moins. Ne pensez-vous pas que dans la période que nous vivons, se pencher sur la notion de progrès mérite un peu mieux que ça ? Autre punchline, dégainée sans retenue. Refuser la LGV, ça a d'ailleurs été évoqué à l'instant, refuser la LGV, c'est favoriser la décroissance. Là également, franchement, utiliser un mot valise ou épouvantail pour tenter de clore le débat ne fait pas de bien à la politique. En effet, la décroissance dont vous parlez est déjà la situation de déclassement social subie par une majorité de Français qui ont de plus en plus de mal, par exemple, à faire un plein ou boucler les fins de mois. Le vrai débat, il est sur l'impact qu'aura cette potentielle LGV sur les finances dédiées au transport du quotidien et donc au service des habitants du territoire qui vivent déjà une forme de relégation. Et le premier objectif de ces caricatures, de cette volonté d'agiter les peurs, c'est d'anesthésier le débat public sur les sujets régionaux. La première victime de ces outrances, c'est le droit à la nuance et donc la qualité du débat politique. J'ai pris pour exemple la LGV, mais j'aurais très bien pu faire de même avec les bassines. Je me rappelle là aussi cette phrase répétée à plusieurs reprises. Je la cite. « Je ne sais pas si vous avez fait votre jardin, moi j'ai des tomates, je les arrose. » Ou « Pas d'agriculture sans eau. » Disant cela, Monsieur le Président, puisque c'est vous qui l'avez cité, vous êtes totalement en phase avec la vision extractive de l'eau du ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, et son simulacre de concertation qui est le Varenne de l'eau. C'est le même registre, la même volonté de raisonner par la caricature pour étouffer les questions qui mériteraient un débat politique de fond et de controverse au sens noble du terme. Là également existe le débat sur le vrai sujet.
la réflexion à mener sur la remise en cause de la monoculture intensive dans le contexte d'emballement climatique et d'effondrement du vivant. Dire être contre les bassines, c'est penser que l'agriculture peut exister sans eau, c'est un argument pratique, facile, terriblement efficace pour anéantir les conditions d'un débat serein. Dans un tel contexte, l'apaisement, quels que soient les partis en présence, est impossible. Et attention, parce que la caricature de vos arguments mène aussi à la radicalisation des positions. Et personne n'est dupe. Vos propos relèvent d'une stratégie délibérée, une stratégie du clash. Je clive, je polarise le débat, je fédère mes partisans et je m'étonne ensuite que la situation soit sous tension et j'en appelle au pragmatisme. Et cerise sur le gâteau, on peut même parachever tout cela en dénonçant une écologie de la brutalité. Et sachez, Monsieur le Président, encore une fois, que personne n'est dupe. Et nous avons parfaitement conscience que votre mécanique sémantique bien rodée est toujours la même, quels que soient les sujets. La 65 il y a une dizaine d'années, l'aéronautique, les questions énergétiques ou les pesticides aujourd'hui. Cette stratégie d'assèchement du débat public se retrouve par ailleurs dans le nouveau règlement intérieur que vous nous proposez à l'occasion de cette séance plénière. Là encore, nous y reviendrons en détail le moment venu par la voix de Katia Bourdin. Et cet épisode fait également suite à votre refus de mettre en place une convention citoyenne régionale que notre groupe avait proposée voici quelques mois, avec d'ailleurs le soutien d'autres groupes politiques dans cette Assemblée. L'argument utilisé pour repousser cette proposition fut d'évoquer le respect du travail des scientifiques. Là aussi, vous aviez été jusqu'à dire que mettre en place une convention citoyenne serait une insulte envers les scientifiques. Là aussi, au passage, même logique, même méthode. On efface toute nuance, toute pondération, on joue sur l'émotion pour cristalliser les positions et ainsi ne donner aucune chance au débat de se déployer. Et sur le fond, connaissez-vous réellement un scientifique qui vous dirait qu'un processus démocratique qui associe en direct les citoyens n'est pas compatible avec son travail? C'est évidemment précisément le contraire. Les scientifiques qui travaillent aujourd'hui sur les questions de transition, qu'elles soient environnementales, sociales ou économiques, ne cessent de dire qu'ils doivent pouvoir sortir des réunions d'experts pour confronter leur analyse scientifique avec la société. Et au regard du contexte, il nous semble urgent d'ouvrir des espaces de dialogue, de changer nos habitudes, de sortir des réunions de concertation classiques qui mobilisent toujours les mêmes et finalement ne touchent personne. C'était bien le sens de notre proposition autour d'une convention régionale. Nous vous demandons, Monsieur le Président, de reconsidérer votre position et de mettre en place un groupe de travail transpartisan en y associant des scientifiques d'Ecobiose, d'Acclimatera et de tous les réseaux régionaux de recherche lancés par la région pour qu'ils soient au cœur de l'initiative. Ce groupe de travail aura pour objectif de définir les règles de fonctionnement de cette future convention régionale. C'est le moment de faire confiance à l'intelligence collective. Et nous avons toutes et tous à y gagner. Aussi bien votre majorité, car associer les citoyens ne peut que faire passer un cap qualitatif aux politiques publiques. Les scientifiques, de leur côté, auront un espace de dialogue et aussi une belle occasion d'apporter des éclairages, comme ils l'ont fait au niveau national. Et nous, groupe d'opposition, quelle que soit notre sensibilité, nous aspirons à être utiles et à contribuer à restaurer le dialogue avec les citoyennes et les citoyens. Et par ailleurs, n'oublions pas non plus les conditions de notre élection. Plus de 2/3 des électeurs ne se sont pas déplacés en juin dernier. Nous sommes élus, certes, mais que cela plaise ou pas, nous sommes tous des élus mal élus. Votre majorité, par exemple, mais c'est vrai pour tous les groupes politiques, votre majorité, par exemple, est élue avec 13% des électeurs. Et il nous semble qu'envoyer un signal fort aux Néo-Aquitains, en les associant de manière inédite, serait une initiative utile et bienvenue. Et enfin, nous faisons face, par ailleurs, à une 5e vague, à cette crise sanitaire qui encapsule toutes les autres. Crise écologique, crise économique, crise sociale ou crise démocratique. Tout cela converge et crée un climat de défiance envers l'État et les pouvoirs publics. Chaque semaine, on assiste à des événements ou des propos extrémistes qui, hier encore, n'auraient pas été encore envisageables. Vraiment, Monsieur le Président, s'inscrire dans la continuité ne suffit plus. Il faut ouvrir notre institution, aérer nos manières de construire des politiques publiques et sortir des joutes oratoires qui se substituent de plus en plus au débat d'idées. Et enfin, au-delà de l'importance de remettre de l'horizontalité dans nos politiques publiques, on doit aussi être capable de réajuster certains objectifs au regard des nouvelles données ou expertises. Je fais notamment référence au label HVE, haute valeur environnementale. Ce label a servi de balise en termes d'objectifs lors du vote de Néo-Terra en 2019. Le choix avait été fait, malgré les alertes des écologistes à l'époque, de mettre au même niveau le label HVE et l'agriculture bio. Depuis, les craintes se sont confirmées par la voix de la Cour des comptes, l'Office français de la biodiversité, l'autorité environnementale ont pointé du doigt le problème posé par cette labellisation HVE qui n'interdit pas l'usage des pesticides, y compris ceux à base des molécules CMR, c'est-à-dire cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques. Et donc d'en conclure, ce sont ces institutions qui le disent, qu'il ne s'agit donc en rien d'un outil de transition agroécologique. Et si vous le souhaitez, je vous tiens à votre disposition un article du Monde très bien fait sur le sujet. Et malgré tout, l'objectif de sortie des pesticides est toujours indexé à ce label dans Néo-Terra. Il nous semble très important de rectifier la feuille de route Néo-Terra au regard des informations dont nous disposons aujourd'hui. C'est le sens de la motion que nous avons déposée et que Vital Bode présentera en détail le moment venu. Et en conclusion, Monsieur le Président, nous souhaitons que des signaux forts soient envoyés par notre région
à un moment où nous traversons une période trouble, où chacun sent que nous sommes face à un point de bascule. Prendre soin du débat public, redonner du sens aux mots que nous prononçons, agir collectivement pour sortir de la société du clash et asseoir nos politiques publiques sur des objectifs qui ne souffrent d'aucun soupçon, nous semble aujourd'hui de première importance et relever de notre responsabilité et plus que jamais de la vôtre en tant que président de la région. Merci pour votre